Mes chers amis, vous aviez éveillé ma curiosité, et là vous captez mon attention. D'après Galilée, le calendrier de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré au mouvement rectiligne. Pour introduire cette vidéo, imaginons l'expérience suivante. Nous avons à notre disposition deux objets, une balle de tennis de masse 60 grammes et une boule de pétanque qui est environ 10 fois plus lourde, qui a une masse de 640 grammes. Nous allons laisser tomber ces deux objets de la même hauteur par rapport au sol, qui est constitué de sable. Et la question que nous allons nous poser, c'est quel objet sera le plus rapide? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir ce qu'on appelle la cinématique. Ensuite, nous verrons la dynamique. Et enfin, nous appliquerons ces deux chapitres à un exemple qui traite donc des mouvements rectilignes. Qu'est-ce que la cinématique? La cinématique, ça va être la description du mouvement des objets dans l'espace, a priori à 3 dimensions, en fonction du temps, sans se préoccuper de la cause. Pour cela, on va utiliser 3 grandeurs vectorielles. Ces vecteurs sont les suivants. Il va y avoir le vecteur position, où M sera justement la position de l'objet qu'on étudie, et O l'origine du repère. Le vecteur vitesse, noté V minuscule, et le vecteur accélération, noté A minuscule. Cependant, nous dans ce chapitre, on va se limiter au mouvement rectiligne. Ainsi, le mouvement ne se fera pas dans l'espace à 3 dimensions, mais un espace à 1 dimension. Ainsi, notre repère, qu'on notera OX, possédera qu'une seule dimension. Ce sera une droite. Donc, ces 3 vecteurs-là, on va les remplacer par leur projection. Ainsi, la grandeur qu'on va appeler position, qui sera notée X, sera la projection du vecteur OM sur le repère OX à 1 dimension. De la même façon, la vitesse, notée V, sera la projection de ce vecteur vitesse sur ce même repère, et l'accélération, notée A, sera la projection du vecteur accélération sur le repère OX. Ces grandeurs, donc position, vitesse, accélération, vont pouvoir être positives ou négatives. En effet, contrairement à la norme d'un vecteur, elle, qui est toujours positive, les projections, elles, vont avoir cette possibilité d'être positives ou négatives. Donc ne soyez pas choqués par ça. Et à présent, nous allons passer en revue les 3 grandeurs, donc position, vitesse et accélération. Commençons par la position, notée X, et posons-nous la question de quoi a-t-on besoin pour opérer la position d'un objet lors d'un mouvement rectiligne. Alors on va avoir besoin de ce qu'on appelle un repère. Donc comment définit-on un repère? Tout d'abord, il nous faut un axe orienté. Donc voici l'axe, donc c'est une droite avec un sens donné ici par le bout de la flèche. Donc cet axe, je l'appelle X. Je place cet axe une origine, par exemple ici, et j'en note O majuscule. Et je vais définir cet axe un vecteur unitaire U de X, le voici, qui nous permet de définir la valeur 1 de X égale 1 sur le repère. Donc ici j'aurai 1, si je place le vecteur 2 fois UX à partir de l'origine, j'aurai la position 2, etc. Et dans l'autre sens, j'ai les valeurs négatives, moins 1, moins 2, etc. Donc voici mon repère constitué d'un axe orienté, d'une origine et d'un vecteur unitaire. Maintenant, je vais définir ce repère, mon vecteur position. Imaginons que l'objet que j'étudie, désigné ici par le point M, se trouve en x égale 5. Donc mon vecteur position, le voici, c'est le vecteur OM qui part de l'origine jusqu'au point M. Et ce vecteur position, je peux l'écrire xu de x. Et donc, dans mon cas présent, x vaut 5, donc c'est 5 fois u de x. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est le x égale 5 indique la position de l'objet. Passons à la vitesse. Et la question qu'on va se poser, c'est quel est le lien entre la grandeur qu'on vient de définir, la position, et la vitesse? Je pense que la réponse est intuitive. Il existe une vitesse si la position varie. Donc on définit ainsi la vitesse. La vitesse, ça correspond à la variation de la position par rapport au temps. Alors, je donne un contre-exemple pour justifier cette définition. Si x est constant, CTE c'est le raccourci de constante, donc sous-entendu l'objet est immobile, alors la vitesse est nulle. En fait, la vitesse existe que si x varie, par rapport au temps bien sûr. Maintenant, de la même façon, je vais définir l'accélération par rapport à la vitesse. Là, on vient de définir la vitesse par rapport à la position. Donc, quel est le lien entre l'accélération et la vitesse? C'est le même principe, c'est-à-dire que l'accélération va exister si la vitesse varie. Donc, l'accélération correspond à la variation de la vitesse par rapport au temps. Donc, si un objet se déplace à vitesse constante, son accélération est nulle. L'accélération existe que si la vitesse varie par rapport au temps. Qu'est-ce que la dynamique? Alors la dynamique, ça va être l'étude du mouvement des objets,
Mais cette fois-ci, on va s'intéresser à la cause du mouvement. Et justement, quelle est la cause du mouvement? Alors la réponse, ce sont les forces qu'on avait étudiées dans le chapitre précédent. Et quel est le lien entre la cause, donc les forces, et la conséquence? C'est donné par la deuxième loi de Newton. Elle s'exprime de manière vectorielle, c'est-à-dire que l'accélération, le vecteur accélération, égale la somme des forces, vectoriellement, divisée par n. Alors la somme des forces, ça va être la cause. Et A, donc on a vu juste avant, ça va être la conséquence sur le mouvement. Alors dans cette relation-là, on a la masse ici qui apparaît. Donc la question qu'on va se poser, c'est que représente la masse dans la deuxième loi de Newton? Donc pour répondre à cette question, je vais imaginer une expérience où on a deux objets, une poussette de masse relativement faible, on va dire 10 kg, et une voiture de masse, par exemple, 1000 kg. Je vais exercer la même force sur ces deux objets, donc la même cause, et je vais observer la conséquence qui va être l'accélération que vont subir ces deux objets. La poussette va subir une grosse accélération, par contre la voiture a une plus petite accélération. Et voilà comment on justifie ce qu'on observe ici, c'est parce que leur masse est différente. Pour la poussette, la masse est petite, donc si je divise la même grandeur par une petite masse, j'aurai une grande accélération. Et pour la voiture, la masse est beaucoup plus grande. Donc la même force divisée par une masse plus grande donnera une petite accélération. Donc là, on comprend bien le rôle que joue la masse dans cette relation-là. C'est ce qu'on appelle l'inertie mécanique. Dit autrement, plus un objet a une masse importante, plus son inertie mécanique va être grande, c'est-à-dire qu'il sera difficile de le mettre en mouvement ou de l'arrêter. Donc cette masse, on dit que ça correspond à l'inertie mécanique. Prenons l'exemple d'une voiture de masse M qui roule sur une route horizontale. Voici le schéma de notre exemple. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on traite un exercice en mécanique en suivant différentes étapes. Il va y en avoir 5. La première consiste à définir mon système. Le système ici, c'est ma voiture qui est caractérisée par sa masse M. Vous vous rappelez, comme on faisait dans le chapitre précédent, je vais faire une simplification en considérant que mon système se ramène à un point matériel situé au centre de masse de l'objet, n'ayant pas de volume et contenant toute la masse de mon système. Une fois que l'on a dit ça, on passe à la deuxième étape qui est le bilan des forces qui s'exercent sur mon système, donc sur ma voiture. Alors, la première force qui est incontournable sur Terre, c'est le poids. Donc le poids appliqué donc, sur le point matériel ici, toujours vertical descendant, et sa norme, vous vous rappelez, c'était M fois G, pas de souci. On passe à la deuxième force, c'est la réaction normale du support. Alors cette réaction va justifier le fait que la voiture ne traverse pas la route. Donc du fait du contact des pneus sur la route, il y a ce qu'on appelle une force qui va réagir et qui va éliminer le poids. Ainsi la norme de Rn sera égale à la norme de P de manière à ce que ces deux forces s'éliminent. Ensuite, du fait que la voiture avance, c'est grâce à son moteur qui va générer une force motrice, donc dans le sens du déplacement du véhicule. Là, on considère qu'elle se déplace la voiture de gauche vers la droite, donc la force motrice est dirigée en ce sens-là horizontal de la gauche vers la droite. Et parce que la voiture se déplace dans l'air, dans un fluide, elle va subir ce qu'on appelle des forces de frottement fluide qui vont s'opposer au vecteur vitesse de déplacement de la voiture, donc opposé au vecteur force motrice dans le sens donc de la droite vers la gauche. Troisième étape, on va définir notre repère. Donc ici, on considère que la voiture se déplace selon un mouvement rectiligne horizontal de la gauche à la droite. Donc voici comment se présente donc ce repère, donc horizontal de la gauche à la droite. J'ai défini arbitrairement l'origine ici, pas de souci. Donc cette origine correspond à la position de la voiture lorsqu'on déclenche le début de l'expérience, donc à t égale à 0. Quatrième étape, on va définir ce qu'on appelle les conditions initiales, c'est-à-dire les valeurs de la position du système et de sa vitesse lorsque t vaut 0, donc au début de l'expérience. Donc moi je vais considérer ici que la voiture se trouve sur l'origine à t égale à 0 et qu'elle n'a pas une vitesse nulle. Donc à t égale à 0, elle est lancée, elle a une certaine vitesse que j'appelle v0. Passons à la cinquième et dernière étape qui est l'application de la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, elle dit que vectoriellement, l'accélération est égale à la somme des forces sur m. Donc cette loi de Newton, vous devez toujours l'écrire de manière vectorielle. Et donc maintenant je vais l'appliquer à mon exemple. Là je vous ai fait apparaître donc mon système, le point matériel, les 4 forces qui agissent sur lui, et donc je vais pouvoir remplacer la somme des forces par la somme de ces 4 forces qu'on a étudiées juste avant. Donc n'oubliez pas, là c'est toujours des plus, il ne peut pas y avoir de moins tant qu'on fait une somme vectorielle.
Une fois que je suis là, je suis embêté parce que j'ai des vecteurs. Et c'est pas facile à traiter. Donc pour me débarrasser de ces vecteurs, je vais faire une projection. Donc on projette la deuxième loi de Newton sur l'axe X. À la place de A, vous allez écrire A. En fait, A correspond à la projection du vecteur accélération sur l'axe X. Et maintenant, je vais effectuer les projections de mes 4 grandeurs vectorielles ici. La masse, elle, reste inchangée, ce n'est pas un vecteur. Donc P et Rn sont perpendiculaires à l'axe X. Donc leurs projections vont être nulles. F, par contre, majuscule, donc la force motrice, et F minuscule, sont sur l'axe X. Donc leurs projections vont exister. F est dans le bon sens par rapport au X. Donc là, je vais mettre plus F. Par contre, F minuscule est opposé. Donc là, je mets moins F. Donc au final, j'ai cette relation-là. L'accélération, c'est la norme de la force motrice moins la norme de la force de frottement divisé par M. Alors à présent, on va étudier 3 situations. La première, imaginons que cette force motrice soit rigoureusement égale à la force de frottement. Qu'est-ce qui se passe? Donc, dit autrement, ma force résultante est nulle. Les deux forces se compensent. Et comme on l'a écrit ici, dans ce cas-là, l'accélération va être nulle. Donc là, j'ai appliqué la dynamique, c'est-à-dire que j'ai relié la cause, le fait qu'il n'y ait pas de force, à la conséquence, donc il n'y a pas d'accélération. Maintenant, je vais faire de la cinématique. Sachant que mon accélération est nulle, comment est ma vitesse? Donc l'accélération indique la variation de la vitesse par rapport au temps. Donc si l'accélération est nulle, la vitesse est constante. Donc je vais retrouver ma vitesse initiale que j'avais définie dans les conditions initiales, et donc ma vitesse est constante. Une fois que j'ai la vitesse, je vais établir l'expression de la position au cours du temps. Si ma voiture se déplace à vitesse constante, sa position va varier linéairement ou de manière affine. C'est ce qu'indique le x0 là. Mais comme on l'a vu avant, lors des conditions initiales, x0, on a considéré qu'il était nul. Donc j'ai simplement x égale v0 fois t, donc une variation linéaire de la position au cours du temps. Donc là j'ai fait de la cinématique, c'est-à-dire j'ai relié mon accélération à la vitesse et après j'ai exprimé la position. Là maintenant je vais vous montrer comment se concrétise ce qu'on a expliqué ici d'un point de vue graphique. Donc si je représente la vitesse au cours du temps, on a vu que c'était une constante, donc en fait c'est une droite horizontale dont la valeur vaut V0. Maintenant je vais tracer x au cours du temps. Donc là on a une fonction linéaire, donc à t égale à 0, x vaut 0, et la position va croître linéairement. Exemple, si V0 vaut 10, au bout de 1 seconde, x sera égal à 10, au bout de 2 secondes, x sera égal à 20, etc. Alors, ce qu'on vient de voir ici, c'est un mouvement très particulier, on appelle ça le mouvement à vitesse constante. Aussi, on peut l'appeler mouvement uniforme. À présent, nous allons voir une deuxième situation où cette fois-ci, on va considérer que la norme de la force motrice est supérieure à la norme de la force de frottement. Ainsi, la projection de la force résultante sur l'axe X sera positive. Et donc, d'après ce qu'on a établi ici, l'accélération sera aussi positive et les deux grandeurs, la force résultante et l'accélération, on les considère constantes. À ce moment-là, donc on va pouvoir établir la vitesse au cours du temps. Comme l'accélération est constante, on obtient cette relation-là, c'est-à-dire que la vitesse va augmenter linéairement, donc de manière affine, puisque notre vitesse initiale n'est pas nulle, donc on aura la vitesse égale a fois t plus v0. C'est le même principe quand, lorsqu'on avait une vitesse constante, on avait une position qui augmentait de manière affine. Et pour la position, elle, par contre là c'est un peu plus compliqué, vous verrez ça dans les classes supérieures, là je vous donne juste le résultat. Si notre vitesse varie de manière affine, on a cette expression là pour la position, a sur 2 fois t au carré plus v0 fois t plus x0. x0, dans notre exemple, on a considéré qu'il valait 0. Donc je peux remplacer, enfin je le barre, et j'ai uniquement x égale a sur 2 fois t carré plus v0 fois t. Alors maintenant on va le voir de manière graphique. Donc là, tout à l'heure c'était la vitesse qui était constante, là c'est notre accélération qui est constante, donc une droite horizontale, a égale à 0. Pour la vitesse, donc on a une fonction affine, c'est a fois t plus v0. Donc à t égale à 0, la vitesse vaut v0, et après elle va croître de manière proportionnelle, on va dire, donc a fois t. Et pour la position, donc là on va avoir une augmentation de la position, mais pas de manière constante, on dit de manière parabolique à cause de t carré. Donc à t égale à 0, x égale 0, c'est l'origine de notre repère. Et après, x va augmenter, mais pas de manière constante, il va augmenter de manière parabolique. Alors, ce type de mouvement, on appelle ça un mouvement accéléré avec une accélération constante. Et l'autre terme, c'est mouvement uniformément accéléré. Troisième situation,
Cette fois-ci, on va considérer que la norme de la force motrice est inférieure à la norme de la force de frottement. La conséquence, c'est que la projection de la force résultante sera négative, et donc, d'après la relation-là, l'accélération sera constante mais négative. Donc, quelle est l'expression de la vitesse au cours du temps? Alors, c'est la même que dans la situation 2, sauf que mon A ici est négatif, mais l'expression ne change pas, c'est A fois T plus V0. Et pareil pour la position, je retrouve ce que j'avais écrit précédemment. Donc, le x0 étant nul, je retrouve cette expression-là. Donc, retenez juste que le A, là, il est négatif, alors que dans la situation 2, il était positif. Donc, si on représente maintenant graphiquement les trois grandeurs accélération, vitesse, puis position, voilà ce qu'on obtient pour l'accélération, une valeur constante, mais négative. Ensuite, pour la vitesse, donc, son expression est ici, avec là le coefficient directeur, on va dire, qui est négatif. Donc, on va avoir à t égale à 0, la vitesse c'est v0, et après, elle va décroître au cours du temps. Et pour la position, donc voilà ce qu'on obtient. Alors, la position va augmenter, mais son augmentation, contrairement à tout à l'heure, va au fur et à mesure diminuer. Vous voyez, en fait, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur à la droite dans la courbe là. Au début, ce coefficient il est grand, et petit à petit, il diminue, à cause du fait que ce A est négatif. Donc, on a une variation de x au cours du temps qui a cette allure-là, malgré qu'on a une fonction parabolique, mais comme le A est négatif, ça se forme ici. Ici, nous avons un mouvement décéléré avec une décélération constante, et on appelle ça aussi un mouvement uniformément décéléré. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante. Entre une balle de tennis et une boule de pétanque, quel sera l'objet le plus rapide? Donc voici une représentation de l'expérience avec ici la boule de pétanque. Et voici l'énoncé de l'expérience. On lâche la balle et la boule sans vitesse initiale. Alors maintenant, on va reprendre les 5 étapes qu'on a vues précédemment. Tout d'abord, on va définir notre système. Donc c'est la balle ou la boule qui sont chacun caractérisés par leur propre masse. Ensuite, on effectue le bilan des forces qui agissent sur notre système. Ici, on va considérer qu'il n'y a que le poids qui intervient. On va négliger les forces de frottement entre la boule ou la balle et l'air. Donc là, je fais apparaître donc cette force, le poids vertical descendant, pas de souci. Ensuite, troisième étape, je vais définir mon repère. Donc on sait que la boule de pétanque là va descendre verticalement. Donc ce repère va être vertical descendant avec l'origine ici qui va correspondre à la position initiale de la balle ou de la boule. Ensuite, j'explicite les conditions initiales. Donc à t égale à 0, ma position elle est nulle sur mon repère, et la vitesse, comme je lâche les balles et la boule sans vitesse initiale, la vitesse est nulle. Et cinquième et dernière étape, j'établis la deuxième loi de Newton, qui est une expression vectorielle qui dit que l'accélération, le vecteur accélération, égale la somme des forces vectorielles que divise la masse. Donc ici, la somme des forces, il n'y en a qu'une, c'est le poids. Donc je vais pouvoir remplacer somme des forces par mg. Et une fois que j'ai fait ça, vous voyez que les deux masses là, on les retrouve au numérateur et au dénominateur. Donc on peut les simplifier et on a simplement l'accélération qui est égale à g. G étant le champ de pesanteur terrestre. Une fois que je suis là, pour me débarrasser des vecteurs, je vais projeter cette relation vectorielle sur mon repère, sur l'axe x. Donc A devient la projection du vecteur accélération sur l'axe x, et G la projection sur l'axe x. Donc vous voyez que G, il est vertical et descendant, donc sa projection sur x c'est plus G. Une fois que je suis là, je vais en déduire les expressions de la vitesse et de la position. Donc si mon accélération est constante, la vitesse va varier linéairement. Donc contrairement aux exemples qu'on avait vus avant, là la vitesse initiale étant nulle, donc j'ai simplement v égale g fois t. Quand ma vitesse varie linéairement, donc j'ai ce qu'on appelle un mouvement uniformément accéléré, ma position va varier ainsi, c'est g sur 2 fois t carré. Donc là, la position va augmenter de manière parabolique. Qu'est-ce que l'on constate une fois qu'on est là? C'est que l'accélération, la vitesse et la position sont indépendantes de la masse. Donc on peut dire que le mouvement est indépendant de la masse. Donc conclusion, que ce soit la balle de tennis ou la boule de pétanque, elles vont arriver en même temps au niveau du sol. Il n'y a pas de différence, la masse n'intervient pas, donc le temps de chute est le même pour les deux objets. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite bon vent les scientifiques. Une dernière chose, docteur. Quoi encore? Il est de coutume ici dans le Sud, lorsqu'on vient de conclure un accord, que les deux parties se serrent la main.